Le 19 mars 2026, l'homme qui avait publiquement déclaré sur Instagram Je ne vieillis pas, je monte de niveau », bah, il a finalement été rattrapé par la biologie. Ouais, c'était son tout dernier message pour son anniversaire, c'est ça, hein. Exactement. Et du coup, Chuck Norris est décédé à l'âge de 86 ans à Hawaï. Et l'annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc qui est assez irréelle. C'est clair. Ça a été massif. Parce que ça confronte le monde à un paradoxe absolu, genre, comment la société est-elle censée pleurer la mort biologique d'un homme que l'inconscient collectif, et surtout Internet, avait fini par classer dans la catégorie des divinités littéralement inversibles? Bah, c'est vrai que cette dissonance, elle est au cœur même du phénomène. En lisant les nombreuses nécrologies parues dans le Guardian, sur la NPR ou dans le Men's Journal, on réalise à quel point le mythe a fini par écraser l'homme. Complètement. La mort physique de Chuck Norris, en fait, elle vient percuter de plein fouet une construction culturelle qui reposait précisément sur l'idée qu'il était intouchable. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est la mission de notre exploration aujourd'hui. L'objectif de cette plongée dans nos sources, c'est vraiment de déconstruire la légende. Ouais, de revenir à la réalité, quoi. Voilà. Il s'agit de comprendre comment un enfant timide, pauvre et très chétif de l'Oklahoma a pu se métamorphoser en pionnier des arts martiaux et ensuite en icône incontestée du cinéma d'action des années 80. Et pour finir, au véritable dieu d'Internet. C'est ça. Et tout cela en naviguant à travers une vie personnelle et des engagements politiques extrêmement complexes qui sont parfois en totale contradiction avec son image publique. En fait, pour comprendre la fabrication de cette armure d'invincibilité, il faut revenir à l'époque où elle n'existait pas du tout. Ah oui, le tout début. Ouais, les documents biographiques nous ramènent en 1940 dans l'Oklahoma rural. Carlos Reynoris, Attends, c'était son vrai prénom, Carlos. oui, Carlos Reynoris. Il naît dans un environnement qui est marqué par une très grande vulnérabilité. Il a des racines irlandaises et amérindiennes, Cherokee plus précisément, mais son quotidien, il est surtout défini par une extrême pauvreté. D'accord. Et il y a son père, Reddy, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, gravement alcoolique. Ah ouais, le combo difficile. C'est ça, les phrases de ce père plongent constamment la famille dans l'instabilité financière et surtout dans l'humiliation sociale. Le contraste avec le héros viril et confiant que l'on connaît, il est total. Moi, en lisant les notes sur son enfance, j'ai découvert un garçon qui développe une introversion paralysante. Oui, c'était pas du tout le dur à cuire qu'on imagine. Et du tout. Il n'est pas athlétique, ses résultats scolaires sont vraiment médiocres, et sa principale stratégie de survie, ça consiste à se faire le plus petit possible, pour éviter les conflits. C'est vraiment le comportement classique d'un enfant qui tente de disparaître dans un foyer dysfonctionnel. Et le point de rupture, le vrai tournant, il survient en 1958. Ses parents finissent par divorcer et le jeune Carlos s'engage dans l'US Air Force en tant que policier militaire. D'accord. Et là, il est rapidement déployé à la base d'Osan en Corée du Sud. Ce déploiement, c'est juste fondamental. C'est là-bas qu'il découvre le Tang Soo Do. Le Tang Soo Do. Ouais, un art martial coréen traditionnel et qui est super réputé pour la puissance de ses coups de pied circulaires et sa discipline de fer. Et c'est justement sur cette base militaire qu'il gagne le surnom de Chuck. D'accord. Donc l'armée a fonctionné comme une véritable chrysalide. Exactement. C'est fascinant. Il y est entré en tant que Carlos, ce gamin blessé par son passé, et il en est ressorti sous la forme de Chuck, une sorte d'arme humaine super disciplinée. C'est une super analogie, ouais. Mais au-delà de la transformation purement physique, c'est vraiment la dimension psychologique de cet apprentissage qui m'interpelle dans les sources. Bah oui, parce que les arts martiaux, ils ont fourni la structure mentale et l'ordre qui faisait cruellement défaut dans son foyer familial. Ouais, un cadre strict, quoi. Voilà. La pratique du Tang Soo Do ne se limitait pas à apprendre à frapper un adversaire. Elle imposait un contrôle absolu sur ses propres émotions. Pour un jeune homme consumé par la honte de ses origines et la peur de l'imprévisibilité paternelle, cette discipline, elle offrait un cadre où l'effort brut se traduisait directement par des résultats tangibles. C'était un antidote direct au chaos de son enfance, en fait. Exactement, c'était sa façon de reprendre le contrôle. Et les résultats ont été spectaculaires. À son retour aux États-Unis, il ouvre une chaîne de studios d'arts martiaux et il domine littéralement la compétition. Oh oui, il a tout écrasé. Les archives sportives sont formelles. Il devient champion du monde professionnel de karaté chez les poids moyens en 1968. Et il va conserver ce titre pendant 6 ans. En 1969, il remporte la triple couronne. C'est fou quand on repense au petit Carlo timide. C'est incroyable. Et il ne s'est pas contenté de reproduire ce qu'il avait appris en Corée. En 1990, il va jusqu'à créer son propre système martial, le Chunkukdo,
qui sera plus tard rebaptisé le Chuck Norris System. Alors, l'analyse de ce système, ça révèle vraiment l'esprit de synthèse de Norris. En fait, il a compris très tôt que la rigidité martiale traditionnelle, ça avait des limites. D'accord, donc il a innové. Ouais. Il a fusionné les frappes du tang sudo et du karaté avec les projections du judo. Et un truc très avant-gardiste pour l'époque, c'est qu'il a incorporé des éléments de jiu-jitsu brésilien. Ah oui, c'est vrai, les sources mentionnent qu'il a obtenu un 3e dan avec la famille Machado, non? C'est ça, la légendaire famille Machado. Cette capacité à absorber et à synthétiser différentes techniques, c'est ça qui a forgé sa réputation. Mais ce qui attire l'attention dans les documents de l'UFAF, donc l'organisation qui gère son style martial, c'est le code d'honneur à 10 points qui encadre tout ça. Oui, le fameux code. On y trouve des préceptes comme j'oublierai les erreurs du passé, je me concentrerai sur les grandes réussites à venir, ou encore des injonctions très fortes à la loyauté absolue envers la famille et le pays. Ce n'est pas qu'un simple règlement de dojo, quoi. Non, clairement pas. On dirait presque un manifeste personnel conçu pour conjurer le fantôme de son père alcoolique. En fait, ce code d'honneur, c'est vraiment la clé de voûte de sa métamorphose. Norris a littéralement codifié la figure paternelle et le modèle de masculinité qu'il n'avait jamais eu. C'est puissant vu sous cet angle. Très puissant. Et cette intégrité très affichée, couplée à sa maîtrise physique incontestable, ça a commencé à attirer une clientèle très particulière dans ses dojos en Californie. Ah oui, l'élite de la côte ouest. Voilà. L'élite d'Hollywood venait chercher chez lui cette discipline de fer. Parmi ses élèves, il y avait Bob Barker, Priscilla Presley, Waouh. ouais, et surtout l'icône de l'époque, Steve McQueen. D'ailleurs, en lisant les critiques cinématographiques des premiers films de Norris, j'ai eu une réaction de doute profond. Genre, j'ai eu l'impression qu'il ne jouait pas vraiment la comédie. Tu veux dire qu'il restait lui-même? Voilà, qu'il était juste planté devant la caméra avec le charisme d'un bloc de granit. Du coup, je me demande pourquoi McQueen, qui était un acteur si charismatique et nuancé, l'a poussé à prendre des cours de théâtre à la MGM. Qu'est-ce qu'il a pu voir en lui? Eh bien, McQueen avait compris une règle fondamentale du cinéma d'action. L'écran ne demande pas toujours des acteurs shakespeariens, tu vois. Parfois, l'écran exige simplement une présence indéniable, un archétype physique pur. Ah, je vois. Une présence qui crève l'écran sans parler. Exactement. McQueen a vu en Norris une force brute, une force silencieuse. Norris n'avait pas besoin de feindre la dangerosité ou la discipline, elles émanaient littéralement de lui. C'était naturel? C'est ça. Et c'est ce qui a conduit à cette première percée mythique en 1972 dans La Fureur du Dragon, un film réalisé par et avec Bruce Lee. Ah, ce combat final dans le Colisée de Rome, ça reste gravé dans l'histoire du cinéma mondial. Oh que oui. L'analyse du Guardian décortique brillamment la mise en scène de cet affrontement. Le contraste visuel, il est saisissant, presque idéologique. D'un côté, on a Bruce Lee, qui est décrit comme lisse, félin, ascétique. Fluide, quoi. Ouais, se mouvant avec une fluidité presque liquide. Et de l'autre, Chuck Norris, massif, poilu, qui encaisse les coups de manière super stoïque. Il incarne parfaitement l'archétype de la force occidentale brute face à la technique orientale de Lee. Ce combat, ça a vraiment cristallisé le personnage de Norris dans l'inconscient mondial. C'est clair. Mais c'est surtout dans les années 80, avec la fameuse société de production Cannon Films, qui devient un véritable phénomène industriel. Les années VHS, quoi. Exactement. Des films comme Portée disparue, Invasion USA ou encore Delta Force avec Lee Marvin. Ça a carrément redéfini le genre. Et le personnage de Norris est invariablement le même. Le loup solitaire, taciturne et très souvent lourdement armé. Ah ça, l'image de son personnage maniant cet énorme revolver Magnum .44 dans Lone Wolf McQuaid, c'est devenu totalement emblématique. C'est culte. Et en fait, ces films semblent fonctionner comme une sorte de remède psychologique pour l'époque. Comment ça? On parle d'un cinéma qui se déploie en pleine période post-Vietnam, pendant les années Reagan. C'est une Amérique qui est hantée par des défaites militaires et par des crises d'otages au Moyen-Orient. Ah, je comprends. Norris, c'est le sauveur symbolique. Exactement, il incarne le gars qui s'affranchit de la bureaucratie, qui ignore les politiciens impuissants et qui va régler le problème lui-même sur le terrain à coups de poing. La dimension cathartique de ses œuvres est indéniable pour le public américain de l'époque. D'ailleurs, la franchise Portée disparue, qui met en scène le sauvetage de prisonniers de guerre américains abandonnés au Vietnam, c'est profondément personnel pour Norris. Oui, c'est vrai, les sources le soulignent bien. Les documents rappellent qu'il a dédié ses films à son jeune frère, Wieland, qui a été tué au combat au Vietnam en 1970. C'est tragique. Ouais. Pour Norris, terrasser les ennemis de l'Amérique à l'écran, ce n'était pas qu'un simple exercice de style cinématographique de série B, c'était un exutoire, une façon de réécrire une histoire très traumatisante et de penser une plaie familiale béante.
Et c'est comme ça qu'il s'est imposé comme l'alternative locale, l'alternative ultra-patriotique face aux films d'arts martiaux importés de Hong Kong, en fait. Sauf que les années 80 finissent par s'essouffler. Le public se lasse peu à peu des blockbusters d'action pure, avec ses fusillades interminables et ses héros un peu monolithiques. Il fallait se renouveler. C'est ça. Et c'est là que l'instinct de survie médiatique de Norris intervient de manière fascinante. Il comprend que pour continuer à diffuser son fameux code d'honneur, il doit changer de format. Le passage à la télévision dans les années 80 avec Walker, Texas Ranger, c'est une manœuvre stratégique hyper brillante. Une longévité incroyable, 9 saisons, 196 épisodes diffusés dans le monde entier. Un succès monstrueux. Ce format gomme l'hyper-violence de ses films précédents pour offrir un cocktail beaucoup plus familial, un mélange d'arts martiaux au ralenti et de morale chrétienne conservatrice. Et ce rôle de Cordell Walker, encadré par ce que la série appelait le Code du Vieil Ouest, a eu un impact culturel tellement profond. À tel point qu'en 2010, le gouverneur du Texas de l'époque, Rick Perry, l'a carrément nommé Texas Ranger honoraire. C'est fou, la fiction devient réalité. Mais cette transition vers la télévision marque surtout le moment où la ligne de démarcation entre l'acteur et ses convictions idéologiques commence vraiment à s'estomper. Norris utilise alors sa plateforme mondiale de plus en plus ouvertement pour exprimer des opinions politiques et sociétales très, très marquées. Alors, avant d'aborder la nature de ces engagements, il est crucial, mais vraiment crucial, d'établir une règle de lecture pour quiconque écoute cette exploration. Oui, c'est important de le préciser. En parcourant les archives de ses chroniques, de ses prises de parole publiques et de ses soutiens politiques, notre démarche ici reste purement analytique et journalistique. Il n'est absolument pas question de prendre parti, de valider ou de condamner ses opinions. Exactement, on est là pour analyser les sources. Voilà, l'objectif est d'observer de manière totalement factuelle la teneur des positions qu'il a défendues et surtout la façon dont elles ont interagi avec son statut d'icône populaire. Et sur le plan des faits, les archives dressent le portrait d'un militant républicain conservateur extrêmement actif. Très vocal, oui. Pendant des années, il a rédigé des chroniques régulières pour le média très à droite World Net Daily. Et ses combats sociétaux étaient multiples et souvent très clivants. Par exemple, les sources mentionnent son soutien public et financier à la proposition 8 en Californie. C'était une initiative visant à interdire le mariage homosexuel, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Et il s'est également opposé publiquement à l'inclusion des jeunes homosexuels au sein de l'organisation des Boy Scouts. Les documents montrent aussi un positionnement fort sur l'éducation et la religion. Il a milité pour l'enseignement du dessin intelligent dans les écoles américaines en opposition frontale à la théorie de l'évolution de Darwin. Oui, une position très ancrée religieusement. Sans oublier son engagement indéfectible pour le deuxième amendement et le droit de porter des armes. Ça a été illustré par un partenariat très commenté avec le fabricant d'armes Glock en 2019. C'était à une époque où le débat sur les violences armées aux États-Unis était particulièrement électrique. Son implication électorale était tout aussi explicite. Les registres de campagne montrent ses soutiens officiels à des figures de l'aile conservatrice du Parti républicain. On parle de Mike Huckabee, Newt Gingrich, Mitt Romney, Donald Trump ou encore le très controversé Roy Moore. Il ne s'en cachait pas du tout. Pas le moins du monde. Et parallèlement, il a été l'un des critiques les plus sévères de la présidence de Barack Obama. Il a notamment relayé certaines des théories remettant en cause le certificat de naissance de l'ancien président. Ah oui, les fameuses théories du birtherism. Tout ça. Et lors de la campagne de 2012, il a même publié une vidéo dans laquelle il prédisait carrément, je cite, « 1000 ans de ténèbres pour les États-Unis si Obama obtenait un second mandat ». C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est une véritable énigme médiatique, parce que c'est le genre de profil idéologique qui, dans le paysage culturel actuel, fracture immédiatement une audience. Totalement. Comment une figure affichant des opinions aussi polarisantes, voire complotistes par moments, a-t-elle pu conserver une base de fans mondiale aussi gigantesque, transgénérationnelle et diversifiée ? Eh bien, l'analyse des médias explique que la réponse réside dans la mécanique de ce qu'on appelle la copaganda, ou la propagande pro-police. La copaganda, d'accord. Ouais. Pendant une décennie, Walker, Texas Ranger, a diffusé quotidiennement l'image d'un représentant de l'ordre dont la boussole morale justifiait des méthodes expéditives. Et ça a marché ? Oui, parce que dans l'esprit du public, Carlos Norris, le citoyen militant, et Cordell Walker, le justicier de la télé, ils ont fusionné. Son cœur de cible attendait précisément de lui qu'il incarne cette droiture rugueuse et conservatrice.
Donc ses prises de position politiques ne l'ont pas desservie auprès de son public. Au contraire, loin d'aliéner son public traditionnel, elle venait authentifier le personnage fictionnel qu'il jouait à l'écran. C'est fascinant. Mais il y a pourtant un décalage hyper intéressant entre ce code moral public très strict, très binaire, et la réalité de sa vie privée. Parce que si on gratte la surface du patriarche irréprochable, les données biographiques révèlent une humanité beaucoup plus complexe. C'est souvent le cas avec ces grandes figures, oui. On sait qu'il a été marié pendant 30 ans à son amour de lycée, Diane Holchek, qui est malheureusement décédée récemment en 2025. Mais en 1991, une révélation vient un peu bousculer ce tableau familial parfait, l'existence d'une fille, Dina, née d'une liaison extra-conjugale survenue en 1963. Ce moment-là est très révélateur. La façon dont il a géré cette révélation illustre parfaitement une application de son propre code d'honneur, en fait. Ah oui, Oui. Plutôt que de nier en bloc, d'engager des avocats ou d'exiger des tests ADN pour protéger son image publique ou son argent, les documents indiquent qu'il a immédiatement reconnu et accepté Dina dès qu'il a eu connaissance de son existence. d'accord, donc il est assumé. Complètement. Cette démarche, bien qu'elle fasse suite à une transgression de ses propres valeurs conjugales à l'époque, elle rejoint le point de son code martial qui exige d'assumer ses actes et de maintenir la loyauté familiale. C'est cohérent, au final. Et plus tard, en 1998, il épousera Gina Okele, de 23 ans sa cadette, avec qui il aura des jumeaux, Dakota et Danily. Et le fait que ces jumeaux soient tous les deux devenus ceinture noire 5e dan en 2021, ça montre bien que la transmission martiale est restée le ciment absolu de sa famille. Et ce besoin de transmission, il s'est étendu bien au-delà de son cercle intime. La création de la fondation Kickstart Kids en 1990, c'est sans doute la part la plus tangible de son héritage philanthropique. Oui, une très belle initiative. L'idée, c'était de fournir des programmes d'arts martiaux gratuits dans les écoles, pour les jeunes à risque. Le but, c'était de leur offrir la structure mentale qu'il avait lui-même sauvée de la pauvreté gamin. C'est la boucle qui se boucle. Et ce qui est hyper intéressant d'un point de vue économique, c'est que cette philanthropie était en partie financée par son propre écosystème commercial, notamment Seaforce, son entreprise d'eau en bouteille. Ah oui, l'eau de son range. Voilà. Une eau exploitant un aquifère situé directement sur son immense ranch au Texas. Mais cette redoutable efficacité entrepreneuriale, elle contraste brutalement avec le phénomène qui a redéfini toute la dernière partie de sa vie. L'ère d'Internet. Oui, au début des années 2000, Internet a pris la décision collective, presque magique, de délester Chuck Norris de toute sa complexité biographique, de ses engagements politiques sérieux, de ses fondations, pour le réduire à une abstraction humoristique totale. Les fameux Chuck Norris Facts, apparus vers 2005 sur des forums de discussion en ligne. Franchement, c'est un cas d'étude incroyable sur la façon dont la culture web s'approprie une figure publique. C'était viral avant l'heure. Des internautes ont commencé à écrire des hyperboles absurdes sur sa virilité et son invincibilité. L'une des plus célèbres, qui est citée dans les sources, résume absolument tout. Chuck Norris a été mordu par un cobra royal. Après 5 jours d'atroces souffrances, le cobra est mort. C'est un classique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Moi, j'y vois une analogie frappante. Internet a traité Chuck Norris comme les Grecs de l'Antiquité traitaient Hercule. On a pris un homme vieillissant, avec un passé super complexe, pour en faire le dieu tutélaire de la force brute. C'est une excellente comparaison. La mécanique de ces mèmes, elle reposait vraiment sur l'absurdité du contraste. C'est-à-dire? La culture web des années 2000 adorait le cynisme et l'ironie. Prendre un acteur des années 80, connu pour son jeu ultra monolithique et ses valeurs profondément conservatrices, et lui attribuer d'un coup des pouvoirs cosmiques, c'était de la satire pure. Et comment il a réagi, lui? Eh bien, le génie de Norris, ou de ses conseillers en communication, a été de comprendre que lutter contre ce phénomène naissant aurait été une erreur stratégique monumentale. Mais carrément, hein. Il a plongé dedans la tête la première, il fait une apparition surprise à la fin du film humoristique Dodgeball avec Ben Stiller, en jouant son propre rôle de juge suprême qui valide un truc avec un pouce levé. Et dans Expendables 2, Oh oui, dans Expendables 2, aux côtés de Sylvester Stallone, il débarque au milieu d'une fusillade monumentale sur une musique d'Ennio Morricone et il récite lui-même la fameuse blague du cobra, face caméra. C'est du génie. Il a même validé la publication de livres qui compilaient ces blagues. en fait, cette autodérision a opéré un vrai miracle de relations publiques. En acceptant de devenir la mascotte d'une blague géante, il a complètement neutralisé les aspects potentiellement rebutants de son militantisme politique. Il est devenu sympa pour tout le monde. Exactement. La jeune génération, qui n'avait jamais vu Portée disparue au cinéma de sa vie, a découvert l'homme par le prisme de l'humour viral. Cette flexibilité médiatique absolue, ça a revitalisé sa carrière commerciale
tout en générant des revenus supplémentaires pour ses œuvres caritatives. Ce qui nous ramène de façon un peu abrupte à la réalité physique de ce mois de mars 2026. L'homme derrière le mème a cessé de respirer. Suite à une urgence médicale à Hawaï, le corps humain a finalement cédé. Oui, malgré la légende. Bien sûr, l'histoire raconte qu'en 2017, il avait survécu à 2 crises cardiaques massives survenues la même journée, ce qui, à l'époque, avait provoqué un torrent de nouvelles blagues sur le fait que la mort n'avait pas réussi à l'achever en 2 essais. Les réactions mondiales face à son décès confirment vraiment l'ampleur de son empreinte. Les figures de proue du cinéma d'action des décennies passées, comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, ont immédiatement rendu hommage à une force de la nature. Ils ont loué sa discipline, son impact sur l'industrie. Même Van Damme a réagi, je crois. Oui, Jean-Claude Van Damme. Et il faut se rappeler qu'il a été son partenaire d'entraînement bien avant d'être célèbre. Il a salué le mentor et le précurseur. Ce qui frappe vraiment dans ces hommages, c'est le mélange de respect martial réel et de conscience très amusée de la mythologie qui l'entoure. Un respect avec un clin d'œil, quoi. Voilà. Et le fait qu'il y ait encore une œuvre posthume en attente de diffusion, un film prévu pour 2027 qui s'intitule, de manière presque trop parfaite, Zombie Plane, ajoute une dernière couche d'ironie à cette fin de parcours. Zombie Plane. C'est difficile d'imaginer un titre plus approprié pour clore la filmographie d'un homme réputé intuable. C'est clair. Cette juxtaposition entre son décès biologique factuel et la persistance de cette montagne de données virales soulève une interrogation vertigineuse. Nous sommes face à l'un des premiers cas où une célébrité a été littéralement encodée dans l'ADN d'Internet sous la forme d'un concept immortel. Et ça, longtemps avant sa mort physique. C'est un véritable défi pour la sociologie du deuil numérique, en fait. Comment ça se passe du coup ? Eh bien, lorsque l'identité publique d'un individu est à ce point saturée par une fiction collective qui prône son immortalité, comment le processus de mémoire opère-t-il une fois le décès biologique prononcé ? La tristesse de la disparition finit-elle par être totalement absorbée par la persistance algorithmique du mème ? Stimulante à garder en tête la prochaine fois qu'une de ces fameuses blagues refera surface sur nos fils d'actualité. Carlos Roy Norris, l'enfant vulnérable de l'Oklahoma, qui a dû se forger une armure de muscles et de principes pour survivre au chaos, n'est plus. Non, le corps a lâché. Mais il est fort probable que le dieu abstrait d'Internet, le grand Chuck Norris, ait réussi le tour de force ultime, celui de survivre définitivement et perpétuellement à sa propre condition humaine, mettant ainsi en pratique, de la manière la plus littérale qui soit, son ultime message affirmant qu'il ne faisait que monter de niveau.